Madame, Monsieur, bonsoir. Monnaie virtuelle et transformation numérique au menu de questions éco ce soir. C'est une véritable révolution en Afrique. Le Nigeria vient en effet de lancer sa propre monnaie numérique, le e-Naira. Une révolution, mais surtout une réponse à une réalité qui s'est imposée ces dernières années. L'appétit des Nigérians pour les crypto-monnaies est féroce. Et chiffres à l'appui, plus de 400 millions de dollars ont été échangés en crypto-monnaie en 2020. Au Maroc, l'engouement pour le Bitcoin brave l'interdit et le Royaume enregistre un nombre de transactions en crypto-monnaie très élevé par rapport à la moyenne de la région. Même s'ils ne sont pas autorisés en effet à acheter directement des crypto-monnaies à l'aide de leur compte bancaire en l'occurrence, de plus en plus de Marocains utilisent des plateformes d'échange peer-to-peer ou P2P. Alors que risque-t-il et quelle réponse devrait avoir la Banque centrale face au phénomène? Le Wali de Banque al-Maghreb, Abdelatif Jouahri, avait confirmé que le Maroc s'inscrivait dans le débat mondial autour des crypto-monnaies et si le lancement n'est pas pour tout de suite, le suivi de ces actifs doit se faire pour ne pas être dépassé par l'envergure du sujet. Un sujet donc que nous allons traiter en profondeur ce soir en compagnie de l'expert en IT et télécom Khalid Ziani. Nous aborderons aussi donc la question de la transformation numérique à l'ère du nouveau gouvernement. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'accueillir par Skype depuis Casablanca l'expert en IT et télécom Khalid Ziani. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir d'avoir des émissions avec vous. Plaisir renouvelé pour moi également. Alors, donc, le Nigeria, premier pays africain à lancer sa monnaie numérique. Que signifie cela, Khalid Ziani? C'est un véritable séisme dans le monde de la finance, puisque le Nigeria, un pays de 200 millions d'habitants, qui est un des pays, le pays le plus peuplé en Afrique, a lancé officiellement sa monnaie numérique, le e-Naira, et avec un lancement par le président nigérian, Buhari, un lancement officiel. Donc c'est une véritable information de grande envergure pour l'Afrique et ça augure de tous les bouleversements qui sont en train de se faire sur le continent africain, sur le plan monétaire. Donc c'est une nouvelle très importante pour l'ensemble du continent africain. Donc je le disais, les transactions en Bitcoin ont littéralement explosé et ce, à cause justement de la crise Covid-19. Les transferts d'argent ne se faisaient plus via les canaux classiques mais via Bitcoin. Je parle bien sûr des transferts d'argent de la communauté nigériane vers le Nigeria, mais pas que. Beaucoup de transactions se sont opérées. Plusieurs centaines de millions de dollars rien que pour l'année 2020. C'est juste énorme quand même ce potentiel. J'ai envie de vous poser la question par rapport aujourd'hui à ce concept de valeur refuge. Maintenant, on parle de Bitcoin comme valeur refuge, comme on parlerait de l'or ou d'autres valeurs refuges classiques. Pourquoi ce changement de titre, j'ai envie de dire, qu'on associe au Bitcoin comme valeur refuge, Khalid Ziani? Alors le Bitcoin a cette particularité d'être une monnaie numérique non réglementée uniquement par ces algorithmes de chiffrement et de cryptage et non régulée par aucun pays dans le monde. Donc il a cette caractéristique qui, contrairement à ce qu'on peut penser, rassure les gens qui passent à travers cette monnaie. Il a une autre caractéristique, c'est que c'est un asset, ça veut dire c'est un actif, exactement de la même manière qu'on acquiert des billets, de l'argent ou des monnaies, de la monnaie fiduciaire. Et il est donc échangeable avec toutes les devises dans le monde qui acceptent la contrepartie en Bitcoin, les devises ou les marchands qui acceptent d'être payés en Bitcoin.
Du coup, c'est une opportunité pour les pays qui ont, par exemple, un régime de change très strict qui interdit l'évasion de la monnaie. Ces populations trouvent une alternative très intéressante, malgré tous les risques que représente cette monnaie, qui est le Bitcoin, qui a une très forte volatilité. Absolument. Mais justement, là est l'objet de ma question. Pourquoi un actif aussi volatile et valeur refuge? Enfin, je veux dire, c'est contradictoire quand même. Ben, tout simplement parce que la nature a horreur du vide. Pour l'instant, en fait, les populations qui ont besoin de faire des transactions, par exemple, acheter quelque chose qui est commercialisé à l'étranger et qu'on ne peut pas acheter avec sa propre devise d'une manière numérique via les sites e-commerce, la seule façon d'y arriver, c'est en passant via l'intermédiaire d'une monnaie comme le Bitcoin. Donc, vous avez vu d'ailleurs tous les GAFAM, Amazon et compagnie, ont adopté le Bitcoin Absolument. comme valeur de contrepartie. Comme et ipso facto, les personnes qui avaient besoin d'acheter chez Amazon ou autres vont essayer d'utiliser cette façon qui, en plus, présente l'intérêt pour ces populations de ne pas être tracées, de ne pas être régulées. C'est-à-dire de ne pas être soumises au processus de régulation des États. Donc, on peut s'attendre effectivement, face à des systèmes restrictifs, des alternatives qui utilisent ces monnaies, ces crypto-monnaies, malgré tout le risque de volatilité qu'elles représentent. Autre risque, celui-ci est plutôt d'ordre juridique. Alors, au Maroc, bien sûr, l'utilisation de la crypto-monnaie est interdite formellement par la loi, mais voilà, le nombre de transactions est en hausse faramineuse, exponentielle. Les Marocains ont recours aux crypto-monnaies. Bon, alors que risque un Marocain qui utilise la crypto-monnaie aujourd'hui au Maroc et comment ces Marocains contournent-ils la loi? Je parlais tout à l'heure de procéder pair à pair ou peer-to-peer, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on risque concrètement, Khalid Ziani? C'est une infraction à la réglementation d'échange. Donc, utiliser des crypto-monnaies qui sont interdites, c'est une infraction à la réglementation d'échange qui expose ses auteurs à la fois des peines d'emprisonnement et des amendes très importantes qui peuvent aller jusqu'à 5 fois la valeur échangée ou 10 fois la valeur échangée. Donc, il faut faire très attention. Du moment que c'est interdit, il faut plutôt se conformer à la loi. Mais encore une fois, si les gens recourent à ces méthodes, c'est qu'ils ne trouvent pas d'alternative légale. Et l'alternative légale serait effectivement que Banque El Maghreb, par exemple, accélère et avance plus vite dans son projet de IDIRAM qu'elle a annoncé il y a quelques mois, mais qu'il faut avancer plus vite, surtout que maintenant nos partenaires africains ont entamé cette avancée. Donc le Nigeria l'a fait, le Ghana l'a fait également. Donc on ne peut pas rester à la traîne, surtout que, comme vous avez évoqué tout à l'heure, que ces monnaies vont être utilisées sur ce qu'on appelle les transactions cross-border, c'est-à-dire inter-États et donc ces transactions cross-border, que ce soit les immigrés qui envoient de l'argent à leurs proches ou les échanges pour soutenir le commerce international, vont utiliser ces monnaies numériques de banque centrale. Et sans ces monnaies numériques de banque centrale, comme ça fonctionne actuellement, le système est très lent, il n'est pas instantané et il est également beaucoup trop réglementé et il ne permet pas une fluidité du commerce. Donc
Je pense que c'est une opportunité pour le Maroc d'avancer plus vite. Il faut que le Maroc accélère l'avancée vers le e-dirham et de manière à avancer la date d'annoncement de la mise en œuvre du e-dirham. Il faudrait fixer, comme l'Europe l'a fixé, vers 2025-2026 et se préparer dès maintenant à faire la transformation, à préparer l'expérience des utilisateurs, à réglementer les coûts de la monnaie digitale par rapport au cash, pour que en 2025-2026, on puisse faire l'annonce de cette nouvelle monnaie qui est le e-dirham. Mais est-ce que vous pensez qu'avec tout le progrès qu'ont effectué aujourd'hui les crypto-monnaies dans le monde, est-ce que ce e-dirham est-ce qu'il pourra faire le poids face aux crypto-actifs déjà présents et déjà bien ancrés dans le marché? Oui, pour la bonne et simple raison que les crypto-actifs actuellement non réglementés, le Bitcoin et tous ceux qui se terminent par coin d'ailleurs, ces crypto-actifs n'étant pas réglementés, et ils sont extrêmement risqués. La volatilité du Bitcoin, elle passe de 60 000 $ à 8 000 $. Donc, c'est impossible pour un particulier ou même pour un État ou une entreprise de supporter un tel risque, sachant qu'il n'y a aucun interlocuteur, aucune entité à qui faire des réclamations ou autre. Si vous perdez vos clés de cryptage, vous perdez votre argent. Donc, ces crypto-monnaies représentent un très fort risque. Encore une fois, leur subsistance n'existe que parce que les avantages du fait qu'elles sont instantanées, qu'elles sont des valeurs fixes, qu'elles sont des valeurs des actifs refuges, ces avantages sont une alternative au vide qui existe actuellement, au fait que les monnaies sont toutes basées sur des monnaies physiques, des monnaies papier et pièces de monnaie. Ce sont des monnaies qui ont été bâties sur des systèmes non connectés, des systèmes non numériques. La numérisation de la monnaie fait que les utilisateurs maintenant adoptent des méthodes d'échange numériques. Et ces méthodes d'échange numérique, les utilisateurs ne comprennent pas qu'on ne puisse pas utiliser ces facilités, ces avantages qu'offre le numérique sur les monnaies réelles, sur les monnaies physiques. Personne ne comprend, par exemple, quand un immigré marocain veut envoyer de l'argent à ses proches, que ça ne puisse pas être instantané, que la valeur d'échange ne puisse pas être garantie au moment où il le fait, à la seconde près. Donc ça, ce sont des choses que les gens vivent mal et dans ce cas-là, ils préfèrent utiliser d'autres alternatives. Alors, puisque vous parlez justement d'alternatives, on parle maintenant des institutionnels. Vous avez évoqué tout à l'heure les GAFAM qui font appel ou qui utilisent aujourd'hui clairement les bitcoins et autres crypto-monnaies et crypto-actifs non réglementés. Mais il y a aussi d'autres moyens à travers la blockchain pour effectuer des transactions commerciales. Le groupe OCP a donné, j'ai envie de dire, le coup d'envoi à ce phénomène au Maroc. Une grosse transaction a été opérée avec l'Éthiopie, plusieurs centaines de millions de dollars. Est-ce que ça pourrait être comme une sorte de locomotive pour le reste des exportateurs marocains, bien sûr taille moins importante que le groupe OCP, pour recourir à la blockchain ou aux blockchains pour les transactions commerciales à l'international? Alors vous avez raison, l'OCP avait annoncé avoir réalisé une transaction avec l'Éthiopie de l'ordre de 400 millions de dollars en s'appuyant sur la blockchain via un opérateur, Ledger, qui est à Singapour, via sa plateforme.
En fait, il ne faut pas confondre les crypto-monnaies, donc les bitcoins, avec tout ce qu'on peut faire avec la technologie blockchain. Ce qu'a fait l'OCP, c'est l'équivalent d'un crédit documentaire, ça veut dire un échange de documents contre le paiement. C'est ce qu'on appelle un crédit documentaire dans la législation des banques pour l'exportation. Dans le crédit documentaire interviennent plusieurs acteurs, notamment les acteurs de la logistique, l'affréteur, le bateau, le port, et ainsi, qui suivent, qui tracent la marchandise. Et l'avantage d'utiliser la blockchain dans le cas de l'OCP, c'est qu'elle contient ce qu'on appelle des smart contracts, ça veut dire des contrats. Le contrat est dans la blockchain et il s'exécute systématiquement dès qu'un acteur opère son action dans le processus. Et à la fin du processus, il y a ce qu'on appelle le dénouement. Et donc, quand la marchandise est livrée, par exemple, automatiquement, le smart contract exécute l'opération de virement, de paiement de la marchandise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crédit, la lettre de crédit. Elle est actuellement, elle est utilisée, sauf que son usage, comme il utilise des technologies anciennes, des bases de données non communicantes, la blockchain permet de mutualiser l'information entre tous ces acteurs et d'imposer des règles via le smart contract à tous ces acteurs. Et c'est impossible de déroger à ces règles. Dès que vous livrez la marchandise, le paiement se fait. Et ça permet, donc ce type de technologie, blockchain, est applicable à beaucoup de cas hors Bitcoin, hors monnaie électronique. La lettre de crédit qu'a utilisé l'OCP, pareil, tous les actes de notaire, les actes de vente qui nécessitent une authentification peuvent parfaitement se dérouler avec cette technologie blockchain. Voilà. Ah ben ça tombe bien parce que pour le nouvel exécutif, la sécurité numérique est une priorité. D'ailleurs, un département donc ministériel a été créé dans ce sens et notamment pour la transformation numérique. Mais avant de parler de transformation numérique, puisqu'on parle de blockchain et de monnaie virtuelle, ce concept de souveraineté numérique n'est-il pas aujourd'hui obsolète, Khalid Ziani ? Ah non, il est encore plus d'actualité. La souveraineté numérique est même prépondérante. Ça veut dire que là, un État qui ne se préoccupe pas des questions de souveraineté numérique est un État qui ne se préoccupe pas de sa défense. C'est comme si c'était un État qui n'avait pas d'armée pour défendre sa nation ou son intégrité territoriale. Donc attention. La question de la souveraineté numérique, elle est très importante. Elle est très importante. Imaginez, en fait, que veut dire souveraineté ? La souveraineté veut dire non-dépendance à d'autres États souverains. Donc, la non-dépendance est une question qui se pose. Et notamment, plus on dépend du numérique, plus on doit se poser la question de la souveraineté sur ce qu'on utilise. Est-ce que les données, par exemple, sont bien sur le territoire marocain, sont soumis à la législation marocaine ? Est-ce que nos processus automatisés en numérique s'exécutent bien sous la réglementation marocaine ? Ça, ce sont des questions essentielles. Est-ce que nos clés de cryptage, les clés principales de cryptage, par exemple, est-ce qu'elles sont gérées par une autorité marocaine ? Jusqu'à présent, on n'en avait qu'une, mais la nouvelle loi permet à d'autres acteurs d'avoir des clés de cryptage marocaines. Ça, c'est très important parce que les clés de chiffrement, c'est la clé de l'accessibilité à l'information et du cryptage de l'information. Donc, nous avons... cette préoccupation, elle est capitale. Comme le numérique est utilisé partout, il faut bien penser que nous sommes vulnérables partout. Ça veut dire que si jamais un data center, par exemple, brûle au Maroc, nous sommes
dépendants de ce... S'il brûle à l'étranger, nous sommes dépendants de ce data center. Donc, nous devons nous préoccuper de la souveraineté numérique en permanence, en permanence. Et en permanence, pour ce nouveau gouvernement dans son mandat, donc est-ce qu'on peut parler d'une réelle... peut-être est-ce qu'on parle de continuité, est-ce qu'on parle de rupture par rapport à ce qui a été fait en termes de transformation numérique dans notre pays? Khalid Ziani, qu'en pensez-vous? Je pense qu'on fait des évolutions intéressantes sur le numérique. Il y a eu des réalisations grâce à la pandémie. La pandémie nous a permis de constater nos failles dans le domaine numérique et de remettre en priorité certaines choses. Le rapport du nouveau modèle de développement a mis l'axe numérique en centrale, donc c'est essentiel. Ça veut dire que c'est vraiment le numérique qui va conduire les transformations. Et le fait de mettre dans le nouveau gouvernement un ministère de la transformation numérique, c'est extrêmement important. Avant, c'était qu'un département d'un ministère. Donc, nous commençons à prendre la mesure du changement et de l'apport du numérique pour relever tous les défis qui se présentent à nous. Il ne faut pas oublier que nous avons des défis très, très importants. Comment étendre la couverture maladie à 26 millions de personnes, il y a déjà 4 millions, on va en rajouter 22 millions, sans le numérique. C'est quasi impossible. Nous sommes sûrs de ne pas pouvoir relever ce défi. Donc le numérique est essentiel. Essentiel. Comment distribuer, comment généraliser la retraite, comment généraliser l'assurance chômage, comment généraliser le ciblage des populations avec le registre social unifié. Comment relancer l'économie aussi, Khalid Ziani, j'ai envie de dire, parce que c'est la priorité des priorités. Après, bien sûr, la généralisation de la protection sociale, il faut relancer cette machine économique. Bien sûr, bien sûr. La protection sociale, c'est parce que nous sommes en pleine pandémie, et donc elle est mise en exergue, donc elle est révélatrice et ça permet aux auditeurs de comprendre l'importance du numérique. Nous avons pu cibler les personnes pour les aides uniquement grâce au numérique. Nous avons fait les vaccinations de 80% de la population grâce au numérique. On a envoyé les vaccins, les SMS, les rendez-vous, tout cela était géré avec le numérique. Donc le numérique est un moyen essentiel pour réussir à relever tous les défis qui se présentent à nous pour atteindre des objectifs du nouveau modèle de développement. Donc le numérique, et c'est une place essentielle. Les discours des gouvernements doivent d'abord commencer sur la transformation numérique. C'est essentiel. Nous devons réussir cette transformation. L'expérience utilisateur doit adopter les moyens numériques, les moyens de paiement numérique, les moyens d'accès aux services publics en numérique, les moyens d'accès au savoir, à la connaissance en numérique, les moyens d'accès à la santé via le numérique. Donc tout cela, ce sont autant de défis où le numérique est transversal. Le rapport du nouveau modèle de développement l'explique très très bien. Le numérique est la voie royale pour relever les défis. Et la transformation de la monnaie, par exemple, passer à une monnaie numérique, dans la mesure où elle supprime le cash, et on sait pertinemment dans plusieurs de vos émissions, je suis revenu sur cette problématique du cash que nous avons au Maroc, qui explique comment se développe l'informel, comment se développe l'évasion fiscale, comment se développe la corruption, comment se développe l'absence de cotisation sociale. C'est le cash, c'est le cash. Donc la monnaie numérique va remplacer progressivement, on va se donner un délai pour y passer, mais elle va remplacer le cash et ça va permettre à l'économie marocaine de devenir digitale et donc de devenir plus équitable puisqu'il y aura plus de rentrées d'argent fiscales, plus de rentrées d'argent dans les cotisations sociales, ça va rééquilibrer les régimes de protection sociale. C'est impératif, on ne peut pas distribuer
de la protection sociale à 26 millions sans avoir des régimes équilibrés. Sinon, on va à la faillite. Donc, nous avons besoin du numérique et notamment d'une monnaie numérique. Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre. Il faut engager le processus parce qu'il est long. On ne peut pas décider à la dernière minute. Et c'est un processus long, il faut une préparation, il faut des lois et autres. Donc il faut accélérer ce mouvement. J'ai bien enregistré que BAM y travaille, mais il faut aller plus vite, puisque maintenant d'autres pays africains l'ont fait. Nous devons aller plus vite. Oui, avec la prudence que l'on connaît de notre Banque centrale et du Wali de Banque du Maghreb qui ne cesse de répéter qu'il faut d'abord installer le processus avant de le lancer. Mais effectivement, vous l'avez dit, on risque d'être en retard par rapport à des pays frères africains qui ont déjà sauté le pas et qui ont déjà, comme le cas du Nigeria, d'autres cas certainement suivront, qui ont déjà adopté une monnaie virtuelle, en l'occurrence le e-Naira pour le Nigeria. Je vous réitère mes remerciements, Khalid Ziani, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée.